Ecorama, émission spéciale enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Votre invité à présent, Ross McInnes, le président du conseil d'administration du groupe Safran. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Je suis ravi. Pareillement. Bon, un petit mot quand même sur le secteur aéronautique qui traverse la pire crise de son histoire. Il faut quand même appeler un chat un chat. Le choc est d'une brutalité inouïe, inédit. Et ce qui est fou, c'est que si on revient 9 mois en arrière, certains parlaient d'un super cycle pour le secteur. C'est vrai, est incontestable. Cela dit, si nous nous projetons, regardons ce qui se passe dès que les conditions sanitaires qui permettent aux voyageurs de reprendre l'avion, ils le reprennent. Vous pensez où ça? À la Chine, ouais. Puisqu'en Chine désormais, plus de 90% des vols domestiques sont assurés. Donc, dès que les conditions sanitaires s'amélioreront, ou plus précisément, dès qu'il y aura des tests, parce qu'en fait, ce qui empêche... Donc c'est même pas une question de vaccin, là on ne parle pas de vaccin. À ce stade, pas de vaccin, je parle plutôt de ce qui réduit l'incertitude pour le voyageur. Les raisons pour lesquelles les gens ne réservent pas de billets, c'est qu'ils ne savent pas dans 3 semaines dans quelles conditions de circulation ils seront. Puis ils ont peur aussi d'attraper en avion, d'être contaminés dans un avion, il y a ça aussi. L'exemple chinois suggère que non. Puisqu'encore une fois, 90% des vols sont désormais assurés. Et je prends la Chine, mais je pourrais vous dire la même chose pour les vols domestiques d'autres pays asiatiques. Ce qui veut dire que lorsque nous aurons des tests rapides à l'arrivée ou au départ... Et harmonisés entre les pays? Alors, d'abord, il y a le sujet scientifique, l'efficacité des tests, et ensuite, vous avez entièrement raison, il faut que ça marche à l'intérieur de zones de régulation homogènes, c'est-à-dire la Chine, l'Europe. Et effectivement, il faudra que des autorités espagnoles acceptent le test français et vice-versa. Et d'ailleurs, le gouvernement, en la personne de Clément Beaune, le secrétaire d'État aux affaires européennes, y travaille. Donc, au Cassandre qui dit « cette crise pour le secteur, elle va être durable », j'avais Augustin de Romanet, que vous connaissez, le PDG d'ADP, qui me disait « mais retour à la normale, je ne sais pas, 2025, 2026, 2027, il ne savait pas ». C'est une question différente. Clairement, l'envie de voyager demeure. Il suffit que des tests soient disponibles pour que les gens aient envie de voyager de nouveau et ils le font. Cela dit, au bout de combien de temps retrouverons-nous les niveaux de 2019? Là, c'est une incertitude. Et vous aussi, vous ne savez pas? On sait pas. Je ne sais pas, pas plus qu'Augustin de Romanet, je ne sais. Ce que nous savons. Par contre, on peut faire une distinction entre le court courrier et le long courrier, puisque je parlais de tests. L'autorisation de voyager est clé. Et ça se fera plus facilement, je le disais à l'instant, à l'intérieur d'une zone homogène que pour l'intercontinental, parce que là, les conditions de reconnaissance mutuelle sont beaucoup plus difficiles à organiser. Donc cette confiance, pour la regagner, on peut la regagner avant l'arrivée d'un traitement ou d'un vaccin au travers de ce qu'on a dit là. Je prends pour exemple un certain nombre de pays, et non des moindres, notamment la Chine. Sur vos clients, les compagnies aériennes, qui sont en difficulté, l'appareil, l'équation est la même, avec l'idée qu'il y a des commandes d'avions qui sont reportées, annulées, et qui elles-mêmes, pour le coup, sont dans le brouillard. Tout à fait. Certaines d'entre elles ont des situations de trésorerie qui leur permettent probablement de tenir. D'autres sont l'objet d'aides très significatives de la part de leurs États, notamment aux États-Unis. Les aides sont très importantes. Mais là encore, dès que les conditions sanitaires sont réunies, l'envie de voyager et de prendre l'avion reviendra. Donc il y a une forme de confiance quand je vous écoute, puisque pour vous, on peut regagner dans les mois peut-être qui viennent cette confiance. La confiance n'exclut pas la prudence dans une telle situation d'incertitude. Néanmoins, ce n'est pas un pari fou, puisque nous constatons, je le répète, empiriquement, là où... Au-delà de la Chine, c'est quoi les pays sinon? Parce que vous avez d'autres pays asiatiques où le trafic est moins important, mais vous retrouvez la même chose au Japon, vous retrouvez la même chose en Corée, etc. Et d'ailleurs, le trafic international commence également à reprendre dans la zone pacifique. Ross McInnes, il y a cette phrase de Carlos Tavares, le patron de PSA, qui disait que la crise allait faire le tri. Pour le coup, il parlait des constructeurs auto. Est-ce qu'on peut en dire autant que la crise pourrait faire le tri entre les équipementiers aéronautiques? Je rappelle, Safran, c'est le numéro 3 mondial. Contrairement à l'automobile,
Je pense que le domaine de l'aéronautique a déjà fait l'objet d'une très forte concentration. Équipementiers motoristes, par exemple, il n'y a que 4 motoristes mondiaux. Dans les équipementiers, Safran est tantôt numéro 1, tantôt numéro 2. Donc c'est un secteur qui a déjà fait l'objet de consolidation. Safran est le résultat de ces consolidations. Tout récemment, nous avons acheté Zodiac il y a maintenant 3 ans. C'est un secteur qui a connu une concentration probablement supérieure à celle de l'industrie automobile. Donc voilà, on n'est pas dans la même logique, parce que la concentration est déjà faite. Donc la comparaison n'est pas raison. La comparaison a ses limites. Je soulignerai également, puisque le cycle, vous soulignez au début de cet entretien, super cycle, que nous étions au terme d'un cycle très favorable. Ce qui veut dire que les équipementiers aéronautiques, ainsi que les avionneurs, abordent la situation actuelle dans une situation de santé financière très considérable. Et pour autant, quand une crise est aussi brutale, inédite et inattendue, il faut faire des économies. Évidemment, ça passe. Et là, la question va au-delà de Safran. Il faut aussi couper dans les investissements. Et l'investissement, on sait bien que c'est le chiffre d'affaires et la marge et la rentabilité du futur et de devant. Est-ce qu'on n'opère pas l'avenir quand on est obligé d'opérer des coupes, justement, parce que la crise est là et qu'il n'y a finalement pas tant de choix que ça? Ou il y a le choix aussi? Il y a le choix. Il y a les arbitrages. Je commencerai par dire que les mesures prises par le gouvernement français, notamment au début de la crise, en matière d'activité partielle, puis en prolongeant sur l'activité partielle à longue durée, des mesures ciblées pour favoriser l'innovation, notamment dans le domaine de l'aéronautique. Je pense qu'il y a eu, entre les actions des industriels et de notre gouvernement, une rapidité d'action qui nous permettra collectivement de traverser cette crise sans faire prendre... Et donc de moins couper dans l'investissement? Parce que je reviens à la question... Sans prendre de... Non, mais je ne cherche pas de subterfuge à votre question, bien au contraire. Mais nous pourrons, grâce à ces mesures, traverser cette période d'incertitude et de difficultés sans couper dans les investissements de recherche et de technologie qui sont essentiels pour l'avenir, y compris pour la décarbonation. Ouais. Puisque nous avons un certain nombre de défis environnementaux auxquels nous nous sommes engagés bien avant cette crise d'ailleurs, à des horizons divers 2030-2050. La condition de notre succès, c'est de poursuivre l'investissement dans le domaine de la recherche et de la technologie. Pour aboutir un jour, j'ai vu ça, l'avion zéro émission en 2035, c'est très ambitieux. Ça Entre 2035 et 2050, il y a... On fait comment pour y parvenir d'ailleurs? À ce stade, en investissant, j'ai presque envie de vous dire tous azimuts, parce que nous ne savons pas encore quelle sera la forme, la manière la plus efficace d'arriver à un avion totalement décarboné. Ça, il y aura probablement plusieurs stages. Ce sera différent pour des avions régionaux et où la capacité d'emport et les distances sont moindres que pour des avions moyens courriers classiques. Et il y a les drones, il y a les taxis aériens. Donc il y a un ensemble de technologies dans lequel Safran, mais nous tous, devons investir, puisqu'on ne peut rien exclure à ce stade. Il faut travailler dans plusieurs directions. Ouais, faire feu de tout bois. Ross McInnes, vous évoquiez les mesures gouvernementales. Celle qui vous a le plus aidé, c'est le chômage partiel, également de longue durée. Alors d'abord dans l'immédiat, dans l'urgence, si j'ose dire, sanitaire du mois de mars, c'est l'activité partielle. Et aujourd'hui? Elle est toujours en vigueur. Ouais. Elle nous a d'ailleurs permis, alors que nous avons réduit nos effectifs à l'étranger de manière assez significative, de ne pas réduire nos effectifs en France. Ouais. Et l'accord, dans le cadre des dispositions d'activité partielle à longue durée que nous avons passées avec nos partenaires sociaux, nous permet à l'horizon 2021, début 2022, de traverser cette période sans que, dans l'équilibre actuel tel que nous le connaissons, sans mesures désagréables sur l'emploi en France. Ouais. Sur ce plan, il y a eu plusieurs plans. Il y a eu le plan de soutien à l'aéronautique qui était pour le coup au mois de juin et le plan de 100 milliards d'euros présenté il y a quelques jours par le gouvernement. En quoi tout ça ruisselle sur le secteur, pour le secteur aéronautique et in fine pour Safran? Très directement. Qu'on puisse matérialiser, parce qu'on voit les milliards pleuvoir, mais sans se rendre compte vraiment d'où va l'argent, pardon de le dire de manière un peu prosaïque. Demandez-le à nos salariés. Nos salariés ont bénéficié de l'activité partielle. Au-delà de ça, en termes d'investissement, je pensais parce que... C'est déjà considérable, bien sûr, comme effort. Pour tout de suite, en l'urgence. En l'urgence, mais également ça va se prolonger
je vous l'ai dit, à travers le mécanisme d'activité partielle longue durée. Et ça, c'est très très concret, parce que ça permet à nos salariés de garder leur emploi, et surtout, et les investissements que le gouvernement a fait dans le cadre du plan aéronautique, qui favorisent l'innovation, permettront non seulement de les garder, mais de les employer utilement. Ce qui est tout aussi important. Ma question, c'est en quoi ça fait de la commande pour le secteur aéronautique et pour Safran en particulier? Tous ces plans de relance, de soutien, d'aide, d'urgence, tous ces milliards. Je vous répète, l'essentiel pour nous, c'est d'arriver à une situation de stabilisation sanitaire où si je devais donner une priorité à ce stade à nos autorités politiques, au-delà du plan de relance, dans le domaine de l'aéronautique, puisque nous demandons d'être concrets, c'est la priorité aux tests rapides et à leur reconnaissance mutuelle. Allez, dernière question, Ross McInnes, on parle de relocalisation, évidemment, et on s'est rendu compte de la dépendance qu'on avait sur beaucoup de produits à l'étranger. Les impôts de production, c'est ça le moteur essentiel, c'est ça ces 10 milliards d'euros par an qui peuvent vraiment redonner de la rentabilité aux entreprises, de la compétitivité, redonner du lustre au site France. Et je reviens aussi la France, le site France et l'aéronautique aussi, pardon, on parle aussi de... C'est un élément. Les efforts qui ont été faits depuis 3 ans sont considérables. Aménagement du code du travail, c'est très important. Donc ça, c'est d'avant la crise. Donc ça rend le site France attractif. Les impôts de production, quand on y pense, c'est les impôts que vous payez avant d'avoir gagné un seul euro. Oui. C'est en fait, dans une zone monétaire unique telle que celle de l'euro, une forme de réévaluation. C'est assez pervers. Vous collez des boulets au pied d'une entreprise avant qu'elle ne puisse courir. Donc il y a un écart très important entre la France et nos partenaires allemands, par exemple, qui se chiffre entre 50 et 70 milliards. Donc l'effort qui a été fait, je le salue, de 10 milliards, il reste beaucoup à faire. Vous avez fait les comptes chez Safran? De combien ça va alléger la facture? Pas encore, il faut le faire. Pas à ce stade, pas à ce stade ou pas précisément, où je ne saurais pas vous donner les chiffres. Mais collectivement, je pense que c'est un effort très important qui est fait. Cela dit, il reste beaucoup à faire. Et je voudrais insister là-dessus parce qu'on parle de fonds propres des entreprises. Là, je ne parle pas de Safran. Mais il est connu que le tissu industriel français souffre d'un manque de fonds propres. La meilleure manière d'injecter des fonds propres dans une entreprise, surtout une entreprise, une ETI ou une PME. C'est pas de faire des prêts participatifs? Je ne l'exclus pas, mais d'abord également par le compte de résultat. C'est le compte de résultat qui génère des fonds propres. Eh bien, pour aider le compte de résultat, vous réduisez le poids de la fiscalité, notamment la fiscalité et la boucle de production. Est bouclée avec les impôts de production. Donc je pense qu'il vaut mieux réduire une taxe pour apporter des fonds propres que de taxer et ensuite aider via divers fonds. Et je reviens à la question de la relocalisation, c'est intéressant ce qu'on dit là, sur est-ce que c'est suffisant quand on se compare par rapport, on prend les Allemands en référence, évidemment on peut prendre le meilleur élève de la classe, mais si on se compare par rapport aux autres sites européens, on peut vraiment espérer relocaliser en baissant de 10 milliards d'euros. Il aurait fallu aller encore plus loin, si tant est qu'on avait eu les moyens. Il n'y a pas une recette magique. Ça saurait sinon. C'est un éventail de mesures et ces mesures sont prises. Elles ont été prises depuis 3 ans qui font de la France un pays beaucoup plus attractif pour l'investissement et les chiffres le démontrent bien avant cette crise et ces acquis resteront. Donc les 10 milliards d'euros et d'autres mesures plus récentes ne viennent qu'ajouter à cet éventail qui renforce l'attractivité française. Donc relocaliser, pas tout. J'utiliserais plutôt le mot localisation de la production dans des conditions économiques soutenables. Ça veut dire qu'on relocalise pas tout, c'est ça en fait l'idée. Parce que tout n'est pas soutenable et il faut que ce soit viable économiquement, c'est ça l'idée. Je reprends les mots de notre ministre délégué à l'industrie que je viens d'écouter, ici à Aix-en-Provence, Agnès Pannier-Runacher, qui l'a expliqué de manière extrêmement pédagogique et claire, c'est la localisation de la production dans la mesure où elle est économiquement soutenable. Et je trouve d'ailleurs que cette tonalité et cette pédagogie montrent que nos autorités politiques ont parfaitement intégré cette dimension. Et d'ailleurs, c'est aux entreprises elles-mêmes de décider où elles localisent et non pas à d'autres de l'indiquer. Il revient à l'État de créer les conditions favorables pour cette localisation et cet effort est entrepris, j'insiste, avec succès depuis 3 à 4 ans et est renforcé par les éléments du plan de relance. Mais on aurait pu encore en faire plus, appuyer encore plus sur l'accélérateur de la baisse des impôts de production. Je pense qu'en termes d'aide aux fonds propres des entreprises, c'est une bonne mesure. C'est une bonne mesure. Elle aurait été du double. Vous auriez signé. Elle aurait été encore meilleure. Merci d'avoir été avec nous. Donc Ross McInnes, le président du conseil d'administration du groupe Safran, invité de la grande interview sur Boursorama, enregistrée depuis les rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Merci. Merci de m'avoir reçu.